Imaginez, vous êtes sur Internet, tard le soir, et vous tombez sur un forum obscur, une série de messages cryptiques, ou encore la mention d'une affaire de meurtre non résolue. Ça a probablement été le cas à un moment donné d'un grand nombre d'entre nous, car Internet regorge d'énigmes étranges ayant été amplifiées par le caractère interactif de ces dernières. Certains de ces mystères n'eurent aucune conséquence et étaient des trolls, tandis que d'autres sont véritablement terrifiants et cachent des énigmes encore aujourd'hui irrésolues. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des plus obscurs de ces mystères d'Internet. Mais avant tout, je me permets un léger disclaimer. Déjà, nous allons considérer un phénomène comme un mystère d'Internet, à partir du moment où il n'aurait pas existé sans Internet, ou alors des mystères plus anciens ayant connu de nouvelles vagues d'intérêt grâce à Internet. Aussi, certains sujets se trouvant vers la fin de cette vidéo sont véritablement très violents, et il est donc fort possible qu'ils amènent à la démonétisation, ou alors au mauvais référencement de cette vidéo. Si elle vous plaît, je vous invite donc à le manifester en y mettant un like, et sachez que tous les trigger warnings sont en fin de description. Sur ce, je vous propose de me suivre dans cette exploration, jusqu'aux plus sombres abysses de l'iceberg des mystères d'Internet. Nous voilà sur le board paranormal de 4chan. Nous sommes le 17 juin 2014, lorsqu'un utilisateur demande à la communauté ce qu'il pense de la situation d'un ami à lui, qui serait en proie depuis quelque temps à des phénomènes semblant ne pas avoir d'explication rationnelle. Les lumières de chez lui ou encore sa télévision se seraient mises à bugger, et selon lui, cela serait corrélé à l'installation d'un virus informatique qu'il aurait récemment téléchargé sur son ordinateur. Il a donc envoyé l'ordinateur au magasin afin de le faire vérifier, car apparemment il retrouvait des fichiers dans ses téléchargements qu'il n'aurait jamais cherché à télécharger. Et les réponses seront nombreuses. Il s'agit aujourd'hui effectivement de l'un des threads les plus emblématiques de l'histoire de 4chan. Son ami finira par récupérer l'ordinateur, mais la vérité, c'est que rien n'avait changé. Des images et fichiers étrangers continuaient d'apparaître sur ce dernier. Les utilisateurs de 4chan proposeront alors à l'OP de partager ces fameuses images, et il commencera avec celle-ci, qui pour le moment semblait juste cryptique. Ceci dit, il suivra avec une autre image assez similaire, et les internautes comprirent alors qu'elle se devait d'être assemblée, donnant ce qui semblait être les fragments d'un visage. D'ailleurs, dans l'image, des messages codés pouvaient laisser comprendre la phrase « I am God », et cela commença réellement à perturber les internautes. Ils lui demandèrent alors d'alerter son ami qui semblait, lui, véritablement avoir peur, si peur qu'il ne se sentait même plus en sécurité chez lui, et qu'il demanda à l'initiateur des postes de venir dormir à son domicile. Ce qu'il fit, et 4chan obtiendra de ses nouvelles dans de plus brefs délais. Durant la nuit, l'ami de l'OP, alors complètement terrifié, commencera à filmer afin de montrer les phénomènes étranges desquels il était victime. Vous pourrez remarquer cette étrange anomalie dans la vidéo, mais surtout, l'OP finira par diffuser une nouvelle pièce du puzzle, et certains commencèrent aussi à rapprocher le visage qui se formait de l'étrange anomalie rouge dans la vidéo. Et c'est à ce moment-là que des internautes commencèrent à se plaindre que des événements inexplicables leur arrivaient, et de l'exacte même nature que ceux qui arrivaient à l'individu ayant originellement téléchargé le virus. Ils avaient tous sur leur ordinateur les images de l'OP et cela commença réellement à générer une certaine paranoïa, mais surtout un nouveau thread contenant la dernière pièce du puzzle apparue. La photo mettait en scène le domicile de l'ami de l'OP, ainsi que le dernier morceau du visage, le nez, dans le coin en bas à droite de la photo. Cela venait donc compléter le visage que voici. Bon. Aujourd'hui, il faut savoir que nous n'avons pas de fin mot pour cette histoire, mais la vérité c'est qu'il s'agissait certainement d'un hoax ou d'une tentative d'ARG depuis le début.
On est sur 4chan, là où les trolls les plus impliqués d'Internet agissent, et je suis persuadé que si ce thread avait pris place 10 ans plus tard, tout le monde aurait bien ri malgré l'aspect lugubre de ce dernier. D'ailleurs, les messages séparant ceux qui traitaient sérieusement de l'affaire étaient généralement de gros trolls. Mais tout ça pour dire que toutes les tentatives d'ARG datant et en proie à bon nombre de théories sordides sont des formes de mystère numérique. Il s'agit souvent de jeux de pistes dont nous ne connaissons même pas le créateur et qui concrètement, comme nous le verrons plus tard dans l'iceberg, pourraient véritablement cacher une face très sombre, mais qui heureusement sont la plupart du temps de totale fiction. En 2021, un utilisateur de Reddit fait part d'une trouvaille étrange. Il affirme que Disney serait en possession du site paranoia.com, qui se trouve être un forum des années 90 qui fut extrêmement controversé et dont les sujets traités dérivaient très souvent vers l'illégal. Effectivement, la particularité du site était que son créateur souhaitait qu'aucune censure n'y ait lieu, permettant alors la discussion de sujets sombres et souvent véritablement problématiques, comme le cannibalisme par exemple. Cela paraît donc logique, que les internautes furent surpris lorsqu'ils remarquèrent que l'URL qui les dirigeait autrefois vers ce forum obscur dirigeait désormais sur le site officiel de Disney. Je vais aller assez vite sur ce sujet car il s'agit plus d'un prétexte pour évoquer ce type de curiosité numérique qui, au final, ne sont souvent pas si sombres que les hypothèses les concernant. En vérité, Disney détenait, et détient encore aujourd'hui d'ailleurs, le nom de domaine de paranoia.com. Le site originel est aujourd'hui fermé depuis bien longtemps, et cela ne veut donc en rien dire que Disney se trouvait derrière le forum créé en 1995. Simplement qu'ils ont à un moment donné trouvé l'utilité de rediriger les gens tapant cette URL vers leur site. Dans quel but ? Eh bien, cela reste incertain, mais il y a tout de même une hypothèse relativement convaincante. Au début des années 2000, la chaîne Fox Family, aujourd'hui appelée Freeform, diffusait un jeu télévisé du nom de Paranoia, et le fait est que cette chaîne fut rachetée en 2001 par Disney. Ils souhaitaient donc probablement créer un site pour l'émission, ou alors rediriger tous ceux cherchant un potentiel site lié à l'émission vers leur propre site. Une autre de ces curiosités est Mortis.com, un site datant lui aussi d'un certain temps, qui amenait l'utilisateur sur cette page de login, mais qui, en explorant son code, révélait alors contenir une quantité absolument faramineuse de données. Les utilisateurs finirent par découvrir que le domaine appartenait à un homme du nom de Thomas Ling, qui possédait d'ailleurs d'autres sites étranges. Ceci dit, Mortis.com finit par disparaître avec les chances de résoudre ce mystère, l'hypothèse principale restant l'idée d'un site hébergeur de contenu piraté, et pas de vidéos snuff, ou je ne sais quoi d'autre du style. Le 14 janvier 1989, la chaîne de télévision WMAQ Channel 5 diffusa un message public portant sur une mise en garde par rapport aux psychotropes illégaux. Ils présentèrent ensuite une vidéo de l'hymne national américain, mais la diffusion coupa soudainement pour laisser place à cet étrange avis de recherche. La disparue s'appellerait Johanna Lopez, et si quelqu'un la retrouve, il peut appeler le numéro qui figure sur sa télévision, qui est en vérité celui de la police de Chicago. Aucune voix expliquant cela ne pouvait être entendue, juste un silence glaçant. Elle ne fut visiblement pas retrouvée, puisque 2 ans plus tard, la chaîne diffusa à nouveau le même avis de recherche, mais avec une photo de qualité légèrement plus optimale. Certaines personnes tentèrent évidemment d'appeler le numéro de la police, mais n'eurent jamais de réponse, la ligne étant probablement complètement surchargée. Maintenant, le problème, c'est que Johanna Lopez n'a jamais été retrouvée, mais surtout qu'elle est un véritable fantôme. Effectivement, personne ne trouva quelqu'un pouvant correspondre au profil en question. Elle ne semble réellement pas exister et aucun rapport de disparition en son nom n'avait été fait. Il y a évidemment de nombreuses théories, mais sachez que ce cas n'est toujours pas résolu à ce jour. Johanna pouvait être une enfant ayant fugué, dont les parents auraient demandé de l'aide à la chaîne. Il est aussi possible que la WMAQ ait simplement cherché à piéger les gens ou à faire des tests,
Mais il y a maintenant 2 théories plus intéressantes, comme celle qui affirmerait tout simplement que son nom n'était pas Johanna Lopez, que la chaîne aurait simplement fait erreur et qu'il s'agirait en vérité de Rachel Lopez, une fille ayant étudié à Chicago dans les années 80 et dont l'apparence était très similaire à celle de la fille figurant sur l'avis de recherche. Certains internautes affirmeraient aussi que Johanna Lopez pourrait être en vérité une femme retrouvée morte en 94 à Chicago et dont l'identité ne put jamais être identifiée. Elle semblait avoir été victime d'un tueur en série. C'est tellement compliqué de se faire un avis sur ce cas. La photo demeure de qualité très moyenne et la nature de cet avis de recherche restera probablement inconnue. De plus, les rapports de disparition aux États-Unis sont colossaux et la plupart des disparus ne seront jamais retrouvés. Usenet est l'ancêtre des forums de discussion classiques, comme Reddit que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est sur cette plateforme que l'un des premiers mystères d'Internet est apparu. Lors de l'été 96, de nombreux messages cryptiques se mirent à apparaître sur la plateforme. L'objet de ces messages était systématiquement Markovian Parallax Denigrate, et leur contenu, il était absolument aléatoire. Rien de précis n'était décrit et les mots n'avaient aucun rapport entre eux. Tout cela ressemblait clairement à des spams délibérément cryptiques. Ils semblaient avoir été postés par une certaine Suzanne Lindauer, une journaliste militante anti-guerre américaine, mais la vérité c'est que son compte semblait avoir été usurpé et elle avait affirmé à un enquêteur en ligne que malgré qu'elle ait déjà entendu parler de ces phénomènes, ils n'étaient en rien liés à ses agissements. Le mystère a aussi une aura étrange car les informations Wikipédia étaient systématiquement supprimées. Voilà par exemple à quoi ressemble la page aujourd'hui alors que pourtant de nombreuses informations sont disponibles en ligne. Alors, ça viendrait de quoi ? Pour tenter d'en comprendre un peu plus, nous nous devons de nous intéresser aux sous-forums sur lesquels ces messages ont été diffusés, car ils étaient pratiquement tous des forums liés à la religion chrétienne. C'est d'ailleurs aujourd'hui la théorie qui persiste. Un utilisateur aurait créé des messages de shitpost afin de générer une paranoïa dans des discussions de gens avec qui il ne partagerait pas la vision du monde. Ce mystère a véritablement marqué Internet. Il se trouve pratiquement dans tous les icebergs de mystères d'Internet déjà créés par des internautes et s'est réellement immiscé dans cette culture. Et il n'est d'ailleurs de loin pas le seul mystère d'Internet à avoir eu cet impact. Prenons par exemple le Slenderman, développé à la base au travers d'ARG et qui est véritablement aujourd'hui un incontournable des figures horrifiques et qui est l'un des personnages les plus marquants de l'horreur sur Internet. Il en va de même pour les jeux de piste, comme Cicada 3301, qui ont mobilisé de nombreux internautes dans un objectif commun, mais pourtant inconnu, ou encore This Man, dans un registre similaire, qui, il y a quelques années, semble vraiment avoir été à la base d'une légère paranoïa sur Internet. En vérité, l'interactivité de ces phénomènes renforce clairement l'impact et l'implication que l'on mettrait en temps normal dans ce type de fiction ou d'énigmes à rallonge. On se sent pris au cœur de quelque chose d'exaltant, et ces mystères ont véritablement été à la base de communautés en ligne en recherche d'énigmes et d'exploration sur Internet. Et oui, pour terminer là-dessus, je pense sincèrement que les contenus angoissants et énigmatiques sont aujourd'hui l'un des piliers de la culture Internet. Nous atteignons la surface, les sujets seront à partir de maintenant bien moins connus et normalement un peu plus angoissants. Dans les années 90, un numéro commença à circuler, particulièrement au Canada. On pouvait le trouver dans des articles de journaux ou même sur des pancartes publicitaires au bord de la route. L'affiche était colorée et avait en son centre une balle de golf, suggérant alors un numéro que vous pouviez appeler pour tenter de vous améliorer au golf. Et effectivement, il s'agissait du numéro 1-800 Golf Type, vous mettant alors théoriquement en relation avec des experts du golf pour vous améliorer. Mais la vérité, c'est que si les gens aujourd'hui encore s'en souviennent, c'est pour une toute autre raison. Il existe d'ailleurs un site créé en 2018 qui collecte des témoignages à propos de ce sinistre numéro. Voici donc une reconstitution créée par un internaute de ce à quoi ressemblait la réponse du numéro aux appels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3,
8, 9, 10, 1. On pouvait y entendre la voix d'un homme, comptant en boucle jusqu'à 10, ainsi que sa respiration, puis un bruit censé être celui d'une sirène. Il devint rapidement un numéro que les gens appelaient comme un défi, et il continuait d'être propagé dans certains articles censés pourtant être sérieux. Que cachait-il donc ? Eh bien en vérité, les théories trop farfelues évoquant par exemple une expérience sociale à grande échelle ou affirmant carrément que cela était lié au projet MKUltra étaient évidemment fausses. Ce n'était pas non plus une station de nombre car il s'agissait bien là d'un enregistrement de téléphone. Maintenant, il semble bien que l'un des articles ayant diffusé le numéro ait été un peu plus précis sur son utilité et contienne une possible clé de notre mystère. Si l'on s'y réfère, la ligne servait effectivement à s'améliorer en jouant au golf. Il vous mettait en relation avec une centaine de membres potentiels de la PGA, l'association des golfeurs professionnels. Ceci dit, le numéro n'était destiné à servir que les 3 et 4 décembre 94. C'est donc aussi la PGA qui ont acheté de la publicité au bord des routes. Et d'ailleurs, à ce moment, mettre sa pub sur un panneau de ce type n'était pas très cher. Le numéro aurait donc été délaissé par l'association des golfeurs. Et cette réponse étrange que les gens entendaient ne serait en vérité qu'un placeholder, un test d'un technicien, qui serait donc venu remplacer les membres de la PGA après les 3 et 4 décembre 94. Iron Butterfly est un groupe de rock psychédélique américain formé à San Diego en Californie. Un nouveau bassiste, un certain Philip Taylor Kramer, les rejoint en 74. Tout se passait relativement bien pour eux, mais le groupe finit tout de même par se séparer quelques années plus tard. Kramer continuera la musique, notamment durant 3 ans avec l'un des membres originels d'Iron Butterfly sur un nouveau groupe qu'ils appelleront Magic and Gold. Il poursuivra dans une carrière d'ingénieur du son, mais surtout, il finira par disparaître dans des circonstances extrêmement obscures. Le 12 février 1995, Kramer se rend à l'aéroport de Los Angeles pour y récupérer son associé, Greg Martini, et sa femme, qui étaient tous deux censés venir chez lui. Mais sur le chemin de l'aéroport, Kramer appelle sa femme pour l'informer que les plans de Greg avaient changé, qu'ils se retrouveraient tous plus tard, mais il aurait tout de même passé un certain temps à attendre devant l'aéroport. Ce qui ne fait évidemment aucun sens. Mais surtout, il semble avoir passé une certaine quantité d'appels durant son trajet, comme par exemple au membre initial d'Iron Butterfly avec qui il avait reformé un groupe plus tard, dans lequel il lui déclarera qu'il l'aimait plus que la vie elle-même, avant de brutalement raccrocher, comme s'il venait de lui faire ses adieux. Il fit de même pour sa femme. « Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. » Il finit par donner son dernier signe de vie, en appelant la police, leur affirmant qu'il allait mettre fin à ses jours, puis en déclarant qu'O.J. Simpson était selon lui innocent. Effectivement, selon ses proches, il avait récemment passé son temps à analyser une vidéo du procès de ce dernier, mais c'est en tout cas après cet appel qu'il disparut complètement, et rien d'autre pendant plus de 4 ans. Le 29 mai 1999, la voiture de ce dernier est aperçue au milieu d'un ravin, dans un canyon bien éloigné d'où il avait disparu. Son corps se trouvait à l'intérieur, et il semble avoir délibérément foncé dans le vide pour les autorités. Mais si j'en parle dans cet iceberg, c'est car sa famille n'a jamais cru à cela et que ça a donné lieu à énormément de théories qui fusent encore aujourd'hui sur Internet. Effectivement, contrairement à ce qu'ont déclaré les autorités, des gens en avaient selon sa famille après lui, et souhaitaient lui voler le projet sur lequel il travaillait. Il aurait d'ailleurs affirmé que s'il disait une fois qu'il allait se tuer, il ne faudrait jamais le croire et immédiatement lui envoyer de l'aide. Malgré cela, la théorie d'une crise psychotique ou d'une perte de la raison de Kramer reste évidemment la plus sensée et nous ne savons rien de ce qu'il a pu se passer dans sa tête à ce moment-là. Faisant de sa mort un mystère qui continuera d'animer Internet et qui demeurera probablement des plus énigmatiques. En 2021, un TikToker habitant à Atlanta et qui vient d'emménager dans un nouvel immeuble se met à documenter une situation étrange. Il a véritablement l'impression d'être complètement seul dans cet immeuble et ça semble être devenu pour lui certain au moment où un restaurant voisin glissa des menus
dans la fente des portes de l'immeuble et qu'au bout d'un certain temps, il remarqua qu'ils étaient toujours là, indiquant alors que personne n'avait ouvert sa porte dans ce laps de temps de plus de 3 jours. C'est hyper étrange et c'en était trop pour l'utilisateur du nom de Cody qui commença donc à documenter sa situation. Dans les jours à venir, quelques menus disparurent des portes, mais bien trop peu pour ne pas se poser de questions. La quasi-totalité des appartements était clairement inoccupée, et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que Cody mentionne bien que l'immeuble est très bien placé et à très bon prix. Il ne devrait clairement pas être si peu habité. Il développera aussi dans une vidéo suivante le fait que les voitures des hypothétiques habitants de son étage étaient pleines de poussière, et qu'il y en avait bien plus que le nombre d'appartements de ce même étage. Et d'ailleurs, il remarque bien que tous les appartements sont étonnamment sombres durant la nuit. Pourtant, il lui avait bien été dit qu'au-delà d'être une offre solide, presque tout l'immeuble était occupé. Il est évident que son immeuble ne fonctionne pas comme tous les autres complexes d'appartements, et si vous décidez d'aller voir son compte TikTok, il est pavé de vidéos dépeignant les étrangetés de l'endroit. Il recevra aussi un message privé d'un individu affirmant avoir vécu ici, et que tout était normal jusqu'à un certain changement de direction. Dans ces vidéos, on peut aussi comprendre que Cody a fini par apercevoir quelques individus, mais qu'il ne put jamais prouver s'il s'agissait bien d'habitants de cet immeuble, car ils étaient tous fuyants. Il reste tout à fait probable que Cody ait mis en scène tout cela, car de nombreuses ARG vidéos ont vu le jour sur TikTok ces dernières années. Et effectivement, si ça ne l'est pas, c'est vraiment hyper bizarre. Peut-être que ces appartements serviraient de couverture pour blanchir de l'argent ou qu'il s'agirait de logements étudiants qui ne seraient donc pas habités durant certaines périodes de l'année. Mais le fait est qu'aujourd'hui, personne n'a pu élucider le mystère de Menugate, comme Cody l'appelle, et d'ailleurs, ce dernier ne semble plus avoir fait de vidéo sur le sujet depuis maintenant plus d'1 an. Le 11 mars 2011, le Japon est frappé d'une catastrophe nucléaire et naturelle particulièrement violente. Le tsunami provoqué par le séisme sera à la base de la catastrophe nucléaire de Fukushima, aujourd'hui tristement célèbre. Bon nombre de villages de la région alentour ont aussi été ravagés par le tsunami, et parmi eux, nous retrouvons le village de Tomioka, se trouvant dans la préfecture de Fukushima. Le petit village a vu sa population diminuer de 85%, et les dommages ne pouvaient être réparés. Parmi les habitations détruites par la catastrophe, voici une maison qui a dérivé d'on ne sait vraiment où, pour venir alors se placer en plein milieu de la route. Pour le moment, tout semble relativement normal, mais 2 mois après le tsunami, d'étranges tags rougeoyants seront aperçus tapissant l'habitation et quelques voitures se trouvant proches. La maison en était taguée de partout, et la première chose à laquelle on peut penser, c'est à un motif représentant des vagues, comme s'il s'agissait là d'une référence morbide et obscure par rapport à l'événement parvenu 2 mois plus tôt. Mais pour les internautes parlant japonais, il s'agissait là d'autre chose, du kanji hito, signifiant une personne. Pour d'autres, il s'agissait là de stickman, et dans ces 2 dernières théories, les hypothèses allaient dans le même sens. Les tags étaient des représentations des gens morts durant la catastrophe. Il s'agissait là d'un sombre mémorial. L'origine de ces tags est des plus obscures et leurs significations potentielles le sont tout autant. Et la vérité, c'est qu'à ce jour, on n'en sait absolument rien de plus sur l'origine de ces inscriptions se trouvant sur les murs de cette maison, qui ont par la suite été nettoyées d'ailleurs, et à ce jour, un nouveau bâtiment a été construit sur cet emplacement. Please. Ce que vous venez de voir, c'est l'une des nombreuses vidéos sur Internet d'individus réagissant à un média du nom d'Emily's Vidéo, qui serait apparemment, selon tous ceux qui l'ont vu, parmi les vidéos les plus perturbantes existantes sur Internet. Les réactions sont équivoques et disons que personne ne semble y être indifférent.
Nous vous laissons alors imaginer à quel point ce qui se trouve dans cette vidéo pourrait être violent. Les gens la regardant semblent soit terrifiés, soit complètement dégoûtés par ce qu'ils viennent de voir, ou alors arborant un sourire nerveux, comme si leur curiosité morbide venait d'être puissamment satisfaite. Ils semblent bien différents au vu de la manière dont ils réagissent, et en vérité, toutes ces vidéos réactions ont été postées sur la même chaîne YouTube, du nom d'Emily's Video. Elles sont d'ailleurs toutes apparues pour la première fois sur cette étrange chaîne YouTube les répertoriant, comme si le créateur de la vidéo à laquelle ils réagissent avait une satisfaction morbide à montrer l'effet que sa vidéo sordide aurait sur les gens. Mais maintenant, qu'en est-il vraiment ? Est-ce donc le plus obscur des lost media à ne jamais avoir foulé le sol d'Internet ? Eh bien, pas vraiment, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour tout vous expliquer, je me dois de vous introduire à un autre événement. Un jour, les utilisateurs du module chatroulette, vous mettant aléatoirement en relation avec d'autres internautes utilisant le site, purent durant un certain temps se trouver en face de quelque chose de très sombre. Disons que l'un des profils connectés en ce jour n'était pas quelqu'un tentant d'interagir avec d'autres personnes. Effectivement, ils purent se retrouver en face d'une scène obscure, au milieu d'une pièce désaffectée et en désordre complet. Le corps d'un homme pouvait être vu, pendu au plafond. L'image ne vous sera évidemment pas montrée, mais disons que certains internautes contactèrent immédiatement les autorités pour des raisons évidentes. En vérité, il s'agissait là d'un projet d'art, mené par un duo d'artistes, Eva et Franco Mattès, qui n'en étaient, disons, pas à leur coup d'essai, puisqu'en 99, ils avaient cherché à créer un artiste fictif de toutes pièces, un artiste qui mettait en scène de fausses scènes de crime dans des lieux désaffectés, des scènes paraissant parfois si réalistes que, là aussi, certains individus auraient contacté les autorités. En vérité, cet artiste n'existait pas, et il s'agissait d'un projet d'Eva et Franco, dont les œuvres et performances ont toujours eu un aspect relativement sombre, les photos de ces scènes de crime n'étant d'ailleurs pas de la scénographie fictive, mais de véritables photos gore trouvées sur Rotten. En découvrant leur site, nous pouvons donc retrouver le projet qui les a animés aux alentours de 2012, Emily's Video, qui consistait à mandater des individus pour réagir à cette pseudo-vidéo, qui, en vérité, n'était qu'une mixtape gore créée par les deux artistes pour ce projet. À la base de cette entrée, une vidéo qui parle d'elle-même, disons. Nous allons y suivre un homme explorant théoriquement les catacombes de Paris. Le record n'est pas de très bonne qualité, mais certains éléments évocateurs peuvent facilement être remarqués, comme lorsque l'explorateur nous montrera ses ossements à travers une cavité dans le mur, ou encore ce morceau de crâne fracturé. La vidéo a vraiment une atmosphère pesante, mais ce qui est le plus déstabilisant, c'est sa fin. Nous comprenons que l'homme s'est mis à courir pour des raisons obscures, laissant alors tomber sa caméra qui finira par s'éteindre et arrêter l'enregistrement. La vidéo serait assez ancienne, elle daterait apparemment des années 90 et le corps de l'homme ne sera jamais retrouvé. Vous comprenez évidemment où réside le mystère. Cette vidéo est-elle vraie ? Si oui, l'homme est-il mort ? C'est tout à fait probable. En tout cas plus probable que de réussir à se retrouver après s'être perdu dans plus de 280 km de corridors plongés dans l'obscurité. Voici probablement le mystère d'OVNI le plus perturbant que j'ai pu être amené à entendre. Le 29 décembre 1980, Batika chez Vicky Landrum, accompagné du petit-fils de cette dernière, Colby Landrum, 7 ans au moment des faits, font route durant la nuit sur le chemin de Dayton,
au Texas. Ils étaient en train de rentrer chez eux. C'est dans cette zone boisée et reculée qu'ils remarqueront une lumière intense se diffusant à travers les feuillages. Ils finiront, en continuant leur route, par se retrouver en face d'un objet lumineux en forme de diamant. Il semblait s'agir là d'un objet volant inconnu qui finit par s'envoler à nouveau au-dessus des cimes des arbres environnants. L'appareil était aussi accompagné de plus d'une vingtaine d'hélicoptères que les témoins reconnurent pour certains comme des hélicoptères appartenant à l'armée américaine. Ils auraient aussi évoqué une chaleur certaine qui émanait de l'engin et qui les aurait légèrement brûlés. Ce qui reste maintenant extrêmement étrange, c'est que les 3 témoins développeront par la suite d'étranges mots semblant être des conséquences de leur rencontre avec l'objet en diamant qu'ils avaient rencontré dans les bois le 29 décembre. Betty Cash avait des cloques conséquentes, une perte de cheveux certaine, et selon leur rencontre avec un médecin, elle avait des symptômes clairs d'empoisonnement par radiation. Il en allait de même pour les 2 autres protagonistes, mais dans des mesures moindres. Betty et Vicky tentèrent de porter plainte contre le gouvernement américain, qui serait selon elles intimement lié au phénomène, puisque l'OVNI semblait être accompagné de ces hélicoptères. Il s'agit là aussi de l'une des théories persistantes. Cette chose serait depuis le début un test d'un engin gouvernemental secret, dont l'essai était encadré par les hélicoptères. Elles perdirent évidemment le procès, et le gouvernement déclara qu'aucune activité militaire n'avait eu lieu ce soir-là. De nombreuses théories tentent aujourd'hui d'expliquer le phénomène de manière rationnelle. Les symptômes qu'ils auraient subis seraient dus à des maladies préexistantes qui se seraient réveillées à ce moment-là par pure coïncidence. Mais si ce cas reste aujourd'hui l'une des affaires d'OVNI les plus discutées, c'est car elle est parsemée de coïncidences étranges. Par exemple, un policier de Dayton, qui se trouvait en voiture non loin ce soir-là, aurait confirmé avoir vu une 12aine d'hélicoptères similaires à ceux décrits, ainsi qu'une lumière étrange, mais il a refusé de développer lorsque les brûlures lui ont été évoquées. Aujourd'hui, Vicky et Betty sont décédées depuis maintenant un certain temps, et Colby continue de chercher des réponses à ce qui lui était arrivé étant enfant. Nous voilà à Ammanford, au Pays de Galles, une ville en partie construite sur un ancien réseau de mines de charbon et de bunkers. Ça sera important pour la suite, mais le fait est qu'en 2018, un couple habitant la ville créera un site internet afin d'attirer l'attention des internautes. Sur ce blog, Alan et Christine Tate nous expliquaient qu'ils avaient récemment commencé, durant la nuit, à entendre des bruits les perturbant grandement, ainsi qu'une odeur putride qui émanerait de leur sous-sol. Ils décidèrent alors d'enregistrer ces fameux bruits afin de les poster sur Internet, et effectivement, cela semble assez perturbant. Nous pouvons entendre selon eux les cris d'une femme et les pleurs d'enfants, ainsi que 2 hommes parlant une langue étrangère. Tout cela les poussèrent à se réfugier dans leur van, mais tout en continuant leur enquête. Ils avaient d'ailleurs placé des micros à différents endroits de la maison, et celui avec lequel les bruits étaient les plus perceptibles était celui qui se trouvait dans la cave. Ils ont donc creusé un trou afin de faire passer un micro. Pour eux, c'était évident, il s'agissait là d'un réseau de trafic d'humains, possiblement d'armes ou de drogue, qui, selon le couple, se cachait dans les tunnels souterrains qui avaient été construits autrefois. Ils tentèrent d'attirer l'attention en créant plusieurs blogs au fil du temps, et sur ce site encore accessible aujourd'hui, nous pouvons d'ailleurs écouter un nouvel audio des plus troublants. Selon eux, la femme qui peut être entendue poserait la question « Pourquoi Gareth ? Pourquoi les bébés meurent ?» Les autorités n'étaient pas vraiment réceptifs à leurs plaintes et en vérité, Alan était persuadé que ce trafic était lié à un commerce voisin, une onglerie du nom de Sophia Nails. Selon ce dernier, les bruits viendraient des souterrains se trouvant sous le commerce voisin. Il affirme aussi que la locataire des locaux de Sophia Nails serait une criminelle notoire et qu'elle aurait des liens avec un trafic de cannabis illégal géré par un réseau de crime organisé vietnamien qui utilisait en vérité de nombreux salons d'ongles dans les environs afin de couvrir leurs activités. Il semble effectivement véridique que son mari, un certain Quang Lam, navré pour ma prononciation, aurait été arrêté dans cette affaire. Mais ce n'est en vérité pas le cas de la locataire, ce qui, pour Alan, lui aurait donc permis de perpétrer les agissements du réseau.
Sur l'un des blogs des époux Tate, nous pouvons retrouver toutes leurs théories appuyées notamment par l'un des nombreux interviews et témoignages se trouvant sur le site, celui d'une interprète vietnamienne qui affirmerait que cela ne relève en rien de la théorie du complot et qu'elle recevrait apparemment dans son travail de nombreux appels relatifs à la traite d'humains, et ce, particulièrement au Royaume-Uni. Pour les Tate, il est encore aujourd'hui certain que les gérants du commerce voisin kidnappent des gens afin d'en faire un trafic d'humains ou de les faire travailler dans un trafic de drogue ou d'armes. Aujourd'hui, ils semblent continuer leurs enquêtes, n'ayant jamais été écoutés par la police. S'agit-il là d'une théorie du complot parmi tant d'autres, ou les Tate ont-ils véritablement découvert quelque chose de si sombre ? J'opterai sincèrement pour la première option, mais nous n'aurons probablement jamais le fin mot de cette histoire. D'ailleurs, leur maison ainsi que l'onglerie voisine, dont les propriétaires ne sont plus les mêmes aujourd'hui, ont récemment été en proie à un incendie dont les causes n'ont jamais été identifiées, remettant alors de l'huile sur le feu de toutes ces théories obscures. Bobby Joe Blythe est un maître de dojo de karaté qui, en 1984, a enregistré une vidéo au contenu extrêmement violent. Elle prend place dans son dojo et nous pouvons y voir 3 hommes. L'homme au t-shirt noir y combat l'homme à la ceinture noire sous la supervision du maître, Bobby Joe Blythe. Après 2 minutes de discussion, un combat s'engage entre les 2 hommes, qui semblent d'ailleurs avoir une claire différence de niveau. L'homme au t-shirt noir avait apparemment un retard mental et il demande à plusieurs reprises à son opposant de se calmer, ce qu'il n'écoutera jamais. Il continuera le combat qui tournera clairement après quelques instants en véritable passage à tabac. Il le frappera jusqu'à ce que l'homme tombe à terre, inconscient, laissant alors entrevoir une certaine quantité de sang. Cette vidéo émergea sur YouTube en 2009 et connut rapidement un certain afflux, dû à son caractère violent et véritablement révoltant. L'homme que nous pouvons voir dans la vidéo, celui qui frappe l'homme au t-shirt noir, est en vérité un homme du nom de Willis J. Dennis, qui, au moment de la rediffusion sur YouTube de cette vidéo, était en probation, accusé de violence domestique pour des faits parvenus en 2007. Si l'on peut aussi dire une chose de Bobby Joe Blythe, c'est bien qu'il ne fait rien pour concrètement superviser ce combat et que le passage à tabac d'un homme dans son dojo ne semble pas lui poser problème. Et effectivement, nous pouvons observer sur cette chaîne YouTube d'archives d'autres vidéos de l'homme qui nous dépeignent alors un portrait des plus obscurs. Dans cette vidéo-ci, nous pouvons le voir prendre part à une prestation de karaté. Mais ceci dit, il finira dans la vidéo par saisir une arme et tirer, ce qui atteindra alors quelqu'un dans le public, qui tombera immédiatement inconscient. Bobby Joe déclara qu'il s'agissait là d'une mise en scène, mais regardez l'âge moyen du public, il vient littéralement de volontairement terroriser une foule d'enfants. Quoi qu'il en soit, sachez 2 choses. Pour commencer, que le mystère de Bobby Joe Blythe réside dans le fait que nous n'avons jamais su si le Kung Fu Guy, comme il est appelé sur Internet, avait survécu. Des avis de police semblent se contredire de la même manière que les théories sur Internet. Notez par exemple l'existence de cette page Facebook réclamant justice pour cet individu et qui affirmait par exemple qu'il était décédé. Bon, la vérité c'est que quoi qu'il en soit, au vu de la violence avec laquelle il avait été frappé, cela induirait forcément des dommages importants. Et la deuxième chose à noter, c'est que Bobby Joe Blythe n'a jamais été inculpé pour quoi que ce soit. Et à ce propos, voici une autre vidéo disponible sur la chaîne d'archives et qui nous en dit un peu plus. Effectivement, dans cette dernière, nous pouvons entendre Bobby Joe Blythe affirmant à ses élèves décorés d'une ceinture noire que cette ceinture signifie pour eux des privilèges et qu'un jour, un élève a été tabassé ici et que lorsque la police est venue lui rendre visite, il leur affirma, en gros, qu'il s'agissait d'un élève médiocre et que sa propre ceinture noire lui conférait le droit de punir ce genre d'élève. Ce cas est réellement troublant et révoltant, et c'est assez terrible de se dire que le Kung Fu Guy n'aura jamais droit à sa justice, et que Bobby Joe Blythe ne payera jamais pour quoi que ce soit. Nous verrons ceci dit, bien plus tard dans l'iceberg, que YouTube abrite d'autres vidéos encore bien plus violentes. Ce mystère est en quelque sorte l'inverse total d'un mystère de Lost Media. Effectivement, nous avons là une image, mais son origine est absolument inconnue. Elle est découverte en 2019 sur un disque ayant appartenu à Tom Payne, un artiste ayant travaillé pour Sega et principalement sur le jeu Sonic the Hedgehog 2. Sa particularité, eh bien vous allez vite le comprendre, elle dénote massivement de l'univers graphique coloré et légèrement enfantin des jeux Sonic. Nous y voyons cet homme chauve, au sourire inquiétant,
Il semble avoir un impact de balle dans la poitrine et fait un V avec ses doigts. Derrière ce dernier, un bâtiment avec une cavité sombre à l'intérieur, mais surtout décoré d'une partie du visage de l'individu représenté au premier plan. Le nom du fichier était bobandface.png. Il semble s'agir là d'un concept art et pas d'un essai ou d'un troll, car sur le disque de Tom Paine, d'autres fichiers possédaient aussi des représentations de ce personnage. Le problème étant que s'il était possible de rapprocher facilement certains sprites du disque de Paine des esthétiques de Sonic, ce n'est véritablement pas le cas pour cette image, dont l'origine et surtout l'utilité première restent aujourd'hui inconnues. Elle aurait pu être un sprite pour un jeu qui aurait été annulé par la suite, car oui, Paine travaillait sur d'autres jeux appartenant à Sega, comme Spinny and Spike vs The Nightmare King, qui semblaient pour le coup avoir un aspect plus similaire. Ou alors, il aurait aussi pu s'agir là de l'œuvre d'un développeur à bout, qui aurait dépeint sa situation à travers une triste ironie, celle d'un personnage touché d'une balle en plein cœur, mais continuant de sourire, indiquant avec ce geste que tout irait bien. Lorsque l'on explore ce site, nous pouvons alors nous retrouver dans un univers obscur, et surtout face à ces paragraphes d'introduction datés du 11 septembre 2001. L'auteur du site se présente sous le pseudonyme d'Infek Ben Laden et affirme avoir commencé à faire ce site 18 mois avant sa mort prévue. Il nous fait part de ses réflexions, de sa vision de la mort, et de la vie aussi d'ailleurs. Mais surtout, il y a un bouton qui nous amène au cœur du site. Et c'est là que le terrier de lapin commence. Les icônes formant un carré autour de ce pentagramme sont tous cliquables et amènent à des pages au visuel des plus étranges. Je ne pourrais pas vous en montrer beaucoup, ou du moins en censurant certaines, car en vérité elles contiennent pas mal de nudité, de gore et de visuels troublants. Elles sont aussi parsemées de textes de réflexion et de constatations sur la vie, tout cela dans un langage parfois réellement cryptique, comme lorsqu'il évoque par exemple des magiciens travailleurs du sexe ou le temple de Damer. Aussi, le site est pavé de références à l'occultisme, rempli de pages cachées, mais surtout, si le créateur du site est mort, comment se fait-il que plus de 23 ans après que l'homme ait annoncé son décès prochain, toutes ces pages soient encore accessibles en ligne? Pour de nombreux internautes, il s'agissait là simplement d'une ARG ou d'un projet d'art délibérément cryptique. Mais en vérité, au fil des explorations du site, il se dresse en face de nous un portrait cohérent, nous faisant alors comprendre que ce site est véritablement un mémorial numérique. Infek était actif dans la communauté de la magie du chaos, une magie se concentrant sur la manipulation de la réalité par les croyances personnelles. Il semble aussi fortement présent dans les communautés psychédéliques, et plus précisément dans le chaos satanisme psychédélique, un mouvement se situant à cheval sur la magie du chaos, la remise en question des autres religions et des dogmes établis par la société, tout en considérant certaines molécules psychotropes à tendance hallucinogène comme un moyen de voir quelque chose d'autre, d'accéder à une spiritualité de laquelle l'humain serait en temps normal délié. Infek avait trouvé sa place dans l'ésotérisme et sa philosophie se rapprochait d'une forme d'anarchisme sur fond d'un certain cynisme, n'ayant aucune confiance en les puissants de ce monde, mais il était aussi usager de molécules psychotropes, ce qui semblait en partie accroître ces tourments déjà bien présents. Je vous précise tout de même que je ne vous recommande en rien d'aller visiter le site, pour la simple et bonne raison, déjà, qu'il est pavé de photos de corps morts et d'articles dépeignant des actes sordides, car Infek semble avoir voulu illustrer sa perte de foi en l'humain, tant les actes de certains peuvent être violents et abjects. Mais maintenant, pourquoi le site est-il encore en ligne? Eh bien, pour répondre à cela, j'attirerai votre attention sur ce post Reddit qui nous donnera quelques informations supplémentaires. La postrice affirme être la femme du créateur de deathandhell.com, Andrea, ou HD comme elle était appelée sur le site. C'est donc pour cette raison que le site est encore accessible. Elle souhaite permettre à ce mémorial numérique de persister, espérant alors qu'une fois morte, des internautes prennent son relais afin de transmettre l'héritage de son défunt mari, qui effectivement avait été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale au moment de commencer son projet.
Son nom était effectivement une référence à Oussama Ben Laden, pour qui il avait, avant les attentats du 11 septembre, une certaine forme de respect par rapport aux commentaires qu'il pouvait tenir sur l'armée américaine. Si vous souhaitez creuser encore plus ce sujet, je vous recommande l'excellente vidéo de Debunk File, dont ces quelques dernières informations sont tirées, car il a pu échanger avec HD et a très bien reconstitué ce grand puzzle qui est deathandhell.com. Cette entrée se référence à l'hypothèse selon laquelle en 1920, un film Dracula adapté du roman originel de Bram Stoker aurait été réalisé en Russie. Il reste néanmoins un véritable lost media car jamais personne n'a pu nous montrer des preuves de son existence. Il est à la base mentionné dans le livre des vampires de John Gordon Melton, un passionné de ce type de sujet folklorique. Mais le fait est qu'aucune copie de ce film n'a pu perdurer jusqu'à nos jours. Il aurait donc, pour beaucoup, été détruit durant la guerre civile russe faisant rage aux alentours de 1920. Effectivement, à ce moment-ci, l'audiovisuel servait de documentation et de propagande. Ceci dit, cela peut aussi nous faire douter de l'existence du métrage, car il aurait théoriquement aussi été créé durant cette période. Le Lost Media Wiki affirme qu'il aurait pu être une simple rumeur, confondu par la suite avec un film hongrois du nom de Dracula Halala, qui est un autre des films perdus adaptant le conte vampire, mais qui, contrairement à notre film russe, a vu son existence être confirmée. Il aurait quant à lui été produit entre 1920 et 21 et est censé être la véritable première adaptation de Dracula à l'écran. Vous comprenez donc l'impact de la découverte d'un film qui aurait été fait précédemment et qui serait donc la vraie première adaptation de Dracula à l'écran. C'est assez complexe de réfléchir par rapport à l'existence d'un Lost Media non confirmé. De plus, en 2013, un hypothétique extrait du film sera posté sur YouTube. Il s'agissait en vérité d'un fake, et cela ne fit que complexifier les recherches et faire perdre foi en le fait qu'un métrage obscur de 1920 sur Dracula ait été réalisé. Son existence potentielle est encore aujourd'hui grandement théorisée sur les forums en ligne, comme Reddit par exemple. Mais la vérité, c'est que Dracula 1920 restera probablement un Lost Media dont la simple existence ne pourra jamais être confirmée. Le 1er janvier 2012, un utilisateur inconnu crée une page Facebook du nom de Valor pour Tamaulipas, ou Courage pour Tamaulipas en français. Il s'agit d'un État du Mexique et la page avait en vérité pour but d'avertir et d'informer par rapport à la violence des agissements des cartels locaux. La région de Tamaulipas se trouve effectivement en bordure du Texas et les deux cartels, que sont le Gulf Cartel et les Los Zetas, cherchent à faire main basse sur cette route, qui se trouve être un point clé de différents trafics, évidemment prêts à massacrer des innocents pour ce faire. Avant tout, je souhaite vous prévenir que si vous souhaitez creuser ce sujet de votre côté, la page publiait certes des informations politiques et actualités liées à l'état de Tamaulipas, mais aussi des photos extrêmement graphiques de scènes de crime afin de choquer les internautes et d'attirer leur attention sur la brutalité des cartels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du risque que comporte ce type d'information dans un endroit où la plupart des journalistes évoquant ces violences ont souvent fini par être assassinés par les cartels. Notez par exemple que depuis l'année 2000, plus de 100 journalistes ont été tués ou kidnappés par les cartels au Mexique. Le compte Facebook était donc même amené à diffuser l'identité de criminels travaillant pour les cartels, et la volonté du ou des tenants du compte était véritablement d'amener ne serait-ce qu'un petit peu de sécurité dans l'état de Tamaulipas, car ils étaient les seuls à diffuser ce genre d'informations, et ce de manière extrêmement régulière et assidue. Ceci dit, les cartels n'appréciaient évidemment pas ce genre de mise en garde, et ils mirent à prix la tête du ou des administrateurs de la page Facebook, qui étaient menacés de mort en permanence. Ils offraient 600 000 pesos, soit environ 30 000 euros, aux individus les orientant vers l'admin ou sa famille, ce à quoi ils obtiendront une réponse de ce dernier, affirmant qu'il continuerait de faire grossir cette page jusqu'à ce que mort s'en suive, qu'il se contentait de faire son devoir de citoyen et que sa famille était déjà partie en direction des États-Unis pour leur sécurité, tandis que lui resterait dans l'état de Tamaulipas afin de faire perdurer la page Facebook. Mais ceci dit, une vidéo commença à tourner. L'homme agenouillé au premier plan serait un collaborateur du tenant de la page Facebook qui affirme que c'était le prix à payer pour s'être mis en travers du chemin des cartels. Vous vous doutez certainement de la suite de la vidéo. Il sera tué d'une balle en pleine tête.
L'admin de la page Facebook affirmera néanmoins ne pas connaître l'individu en question, mais ce n'était que le début, car le 15 octobre 2014, Maria del Rosario Fuentes Rubio, l'une des tenantes d'une page aux mêmes intentions, du nom de Responsabilidad for Tamaulipas, fut kidnappée, puis violemment torturée et tuée par des membres des cartels qui prirent contrôle de son compte Twitter afin de révéler son identité et de menacer les individus agissant à leur encontre, tout en diffusant une photo sanglante du corps de Maria qu'ils mirent en photo de profil. Et pour suivre, nous voilà 2 mois plus tard, le 29 décembre 2014, lorsque l'administrateur du compte Facebook originel annonce se retirer pour des raisons personnelles et que le compte serait désormais tenu par quelqu'un d'autre ayant des relations directes avec les forces de l'ordre. Il affirma que les pages similaires auraient aussi droit à de nouveaux administrateurs. Vous comprenez donc où réside le mystère. Qu'est-il arrivé au tenant de ces comptes qui affirmait précédemment que seule la mort l'arrêterait ? A-t-il véritablement eu des problèmes personnels l'ayant poussé à rechercher une forme de stabilité ou a-t-il été forcé par le cartel à léguer sa page à des individus proches d'eux ? Eh bien, je pense que nous ne le saurons jamais. Cette entrée fait référence à une étrange théorie du complot. Le projet Glass Camera serait une tentative menée par la CIA et le FBI dans les années 90 pour créer des objets de surveillance dans l'idée absolument indétectable. Il s'agit véritablement d'une théorie obscure et soyons honnêtes un peu bancale, mais elle est si bizarre que je me devais de la mettre à cet endroit de l'iceberg. Le post Reddit que vous voyez à l'écran, c'est un utilisateur développant cette théorie. Elle part en vérité d'un individu du nom de Robert Golf, qui aurait été un médium dans les années 80, connu dans son milieu pour ses connexions avec l'astral. Il avait apparemment la capacité de faire des sorties de corps, mais il disparut du jour au lendemain sans laisser la moindre trace. Aucun rapport, article ou je ne sais quoi ne sera écrit sur son cas, et pour certains théoriciens sur Internet, notamment sur 4chan, il était évident que quelque chose d'obscur se cachait derrière sa disparition. Selon la théorie du nom de Golf Rumors, la CIA et le FBI se seraient adonnés à l'enlèvement de Robert Golf. Effectivement, pour qu'une caméra enregistre quelque chose, elle doit être frappée par la lumière. Mais si elle est frappée par la lumière, on la voit. Vous comprenez donc le problème, et la CIA aurait donc trouvé comme seul moyen de réaliser ce projet défiant les lois de la physique, de trouver une sorte de compromis entre la technologie et le paranormal. Les médiums recrutés par la CIA auraient donc eu comme tâche de projeter leur esprit à quelque part où des informations sont recherchées, puis ensuite de projeter ce qu'ils ont vu à l'intérieur de l'appareil, toujours connecté à leur esprit. Pour ce qui est de Robert Golf, son cas serait, selon les adeptes de cette théorie, des plus sombres. Effectivement, canaliser une telle énergie psychique serait une tâche colossale, et cela détruirait souvent, littéralement, le corps. Golf aurait donc été poussé à bout par les autorités dans le but de mener à bien leur projet de surveillance. Son corps serait mort pendant que son esprit était encore projeté ailleurs, et il aurait capturé par ce biais ses derniers instants, quelque chose d'impossible normalement, des images de l'après-vie qui, selon les théoriciens, seraient encore aujourd'hui conservées au Vatican. En vérité, cette rumeur étrange vient de 4chan. Des utilisateurs cherchaient à piéger de vrais théoriciens du complot en diffusant une théorie pour les troller et voir s'ils allaient y croire. Voici un jeu vidéo. Il s'agit de La Malédiction d'Utao, volume 2. Un jeu vidéo indépendant japonais créé avec RPG Maker et sorti en 2013. Il fait suite à un premier volume, mais reste dans l'ensemble un jeu niche. On y incarne cette fille, du nom de Shizune, qui sera amenée à enquêter sur une hantise obscure. Dans l'ensemble, le jeu instaure une atmosphère réellement pesante, et tous les corridors obscurs que nous serons amenés à traverser renforceront une certaine sensation d'enfermement. Vous serez la plupart du temps complètement seul à arpenter ces décors, puisque très peu de PNJ peuplent l'univers du jeu. Tout est fait pour que lorsque vous en croisiez un, ça soit un sentiment de malaise qui se génère en vous, à la place d'un sentiment de normalité.
Le jeu est franchement assez bon au niveau de son ambiance et est plongé dans un silence quasiment complet. Il comporte des mécaniques relativement classiques, de jeux d'exploration et d'horreur créés sur RPG Maker, mais si cette entrée se trouve si bas dans l'iceberg, c'est pour une bonne raison. À un moment du jeu, vous finirez par vous retrouver en extérieur, dans ces jardins plus précisément, et c'est ici que vous pourrez rentrer en interaction avec l'un des easter eggs les plus troublants de l'histoire du jeu vidéo. Passer de telle manière sous les portiques Tori, ce qui lancera un compte à rebours au bout duquel votre jeu crashera et affichera après quelques secondes cette image extrêmement perturbante. Elle n'est pas particulièrement graphique, mais très angoissante, et beaucoup d'internautes la considèrent encore aujourd'hui comme une véritable image du corps d'une femme décédée. Il semble évident que cela soit une référence à l'utilité du portique Tori dans la spiritualité japonaise. Il est un passage entre l'enceinte sacrée et le reste du monde. Cet easter egg semble faire référence à cela, comme si en passant sous l'un d'eux, nous avions été amenés à percevoir une bribe de l'au-delà. Et pour ce qui est des textes s'affichant juste avant, il semble s'agir là de messages d'erreur, suivis ensuite de messages troublants assez classiques de jeux d'horreur en vérité. Aujourd'hui encore, l'origine de cette photo est absolument inconnue, et au vu de ce qui se cachait par exemple dans certains jeux comme Hong Kong 97, on peut comprendre que ce sujet prête aux rumeurs et à la fascination morbide. Le mystère du bloc d'amputation est probablement l'un des plus étranges qui a pu être traité dans cette vidéo. Il a émergé au début des années 2000 et était signé d'une certaine Carole. Sur son site, elle faisait part aux internautes de sa volonté absolument obsessionnelle d'avoir ses avant-bras et mains amputés dans le but de les remplacer par, je cite, des mains crochets jumelées d'Orance numéro 5 en acier inoxydable. Je mets l'accent sur ce terme car il est mentionné en permanence sur ce site. Carole a véritablement une fascination pour ce modèle de prothèse et cela semble faire partie intégrante de son idéal de vie. Il lui arrive même de se demander pourquoi ce n'est pas elle qui serait née avec des membres manquants et à ce propos, bon nombre d'autres pages sur ce blog, aujourd'hui supprimées, étaient dédiées à des célébrités amputées qui semblaient être pour elle de véritables sources d'inspiration. Le tout semblait clairement virer à l'obsession malsaine, voire au pur fétichisme. Mais pour Carole, c'est tout simplement qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Le fait d'avoir à la place de ses mains 2 prothèses en forme de crochet. Ce manque semblait tant lui poser problème qu'elle affirme à plusieurs reprises avoir un plan pour réaliser ce rêve, provoquer délibérément ou simuler un accident dans le but d'être forcé d'être amputé. Aussi, il est souvent fait mention sur le blog d'un certain Rob avec qui elle sortait à l'époque et dont l'ex-copine était une fille amputée du nom de Debbie et dont la rencontre aurait grandement conforté Carole dans son idéal. Ceci dit, le site fut soudainement supprimé sans que personne ne parvienne à obtenir de nouvelles informations, laissant alors un flou total sur ce qui a bien pu se passer par la suite. Mais que s'est-il donc passé ? Eh bien honnêtement, rien n'est sûr aujourd'hui. Mais une vidéo de Debunk File, sortie il y a maintenant un moment, dépeint une enquête assez conséquente, basée sur les caractéristiques personnelles énoncées par Carole sur son blog. Selon le youtubeur, elle n'aurait en vérité pas subi d'amputation par la suite, mais surtout, elle serait une écrivaine. Serait-ce donc possible que tout cela soit fictionnel ? Eh bien en vérité, l'homme du nom de Rob semblait vraiment avoir un fétichisme pour les femmes amputées. Il aurait donc possiblement introduit cette idée dans la tête de Carole, plus jeune, ou alors peut-être qu'il a tenté de recruter une écrivaine en devenir afin d'extérioriser textuellement ses fantasmes. Peut-être aussi que Carole souffrait et que l'amputation était pour elle une forme de mutilation extrême, une expression de sa douleur plutôt qu'une véritable volonté d'être amputée. System Space, ou le Tsuki Project, est une communauté en ligne créée par un utilisateur de 4chan du pseudonyme de Tsuki en 2017.
Cette communauté se basait sur l'adhésion à la philosophie de Tsuki, qui était, disons, un peu particulière. Il semblait avoir la conviction certaine que nous vivions dans une simulation du nom de Life, qui serait l'une des composantes d'un système bien plus grand et qui serait, hiérarchiquement, en termes de niveau de réalité, inférieur à LFE, un autre système dans lequel les adeptes de Tsuki seraient transférés selon ce dernier, une fois morts. Il affirmait effectivement que le seul moyen d'atteindre une réalité moins défaillante de la nôtre était de s'inscrire au projet System Space, ce qui transférerait l'âme des inscrits dans le LFE. Le Tsuki Project était à la base inspiré de l'anime Serial Experiments Lain, dans lequel nous retrouvons aussi cette dissociation de systèmes qui régirait notre réalité, et Tsuki évoquait la véritable ambition de déplacer ses adeptes dans un cyberespace utopique. Il avait d'ailleurs dédié un site internet au projet System Space, et sur la page d'accueil, il développait plus précisément son étrange vision du monde. Le bon fonctionnement du System Space serait dû à une énergie appelée l'aurore, et dont le manque engendrerait une réinitialisation du système. Seulement voilà, Life ne s'améliore jamais, quel que soit le nombre de réinitialisations qu'il subit. Le seul moyen d'accéder à une pleine réalité serait donc de s'enregistrer pour, je cite, corriger la trajectoire de son âme, à l'issue de quoi notre corps reviendra sur Terre, sans âme, car cette dernière aura été transférée dans le LFE. Le projet finit par prendre fin en 2019, mais il sera vraiment la cause d'un événement dramatique. Tout cela faisait un peu de bruit et était régulièrement discuté sur les forums dédiés à l'anime Serial Experiments Lain, mais la vérité, c'est que certaines de ces discussions prenaient souvent des tournures assez sombres, et des internautes semblaient réellement avoir été ralliés au projet de Tsuki, si bien que certains semblaient véritablement fantasmer le fait de mettre fin à leur jour dans le but de rejoindre l'utopie promise par l'utilisateur de 4chan. Et aujourd'hui encore, son œuvre semble avoir laissé ses traces sur Internet. Était-ce une vraie volonté de créer une secte en ligne ou une tentative d'ARG ? Disons que cela n'a plus d'importance, car Tsuki en perdra clairement le contrôle. Le 15 août 2017, un adolescent de 17 ans du nom de Jake Fair sera retrouvé mort en Colombie-Britannique. Il avait disparu un mois avant et avait complètement effacé son disque dur, et il avait aussi écrit des notes sur lesquelles LFE était marqué. La police n'a jamais considéré cette mort comme suspecte, mais ces notes ainsi que ses dernières interactions en ligne suggèrent que Jake était un adepte du projet de Tsuki et qu'il aurait potentiellement tenté de mettre fin à ses jours dans le but d'atteindre l'idéal qu'avait promis Tsuki. L'humain derrière le projet System Space semblait être en proie à des troubles mentaux et il aurait fui aux îles Canaries avec de l'argent qu'il aurait obtenu par des méthodes douteuses. Car oui, il vendait aussi de l'espace d'une autre réalité contre du Bitcoin. Voilà. Cette affaire soulève évidemment de nombreuses questions sur l'impact d'une fiction, cherchant tant à s'ancrer dans la réalité qui, comme nous venons de le voir, peut réellement être la cause d'événements dramatiques. Ce cas est certainement l'un des mystères les plus connus depuis le début de l'iceberg. Il a déjà été traité sur le YouTube francophone plusieurs fois et je vais donc aller assez rapidement sur ce dernier. Le 21 août 2015, un post est fait sur 4chan par un utilisateur affirmant être un tueur en série qui aurait tué plusieurs femmes pour son simple plaisir et qui souhaite s'adonner à un jeu macabre avec les internautes. S'il retrouve le nom de l'une de ses victimes, il révélera alors où il a caché un corps plus de 15 ans auparavant. Évidemment, ceci est d'autant plus perturbant qu'il ne semble donc jamais avoir été attrapé depuis 99 et qu'à la vue de son post, il se pense réellement intouchable. Si intouchable qu'il uploadera des photos de ses victimes en vie, puis de leurs cadavres. Les utilisateurs de 4chan l'accusèrent au début de fake, mais plus l'internaute anonyme interagissait, plus il sentait qu'ils assistaient à quelque chose d'horrible. Le fait est qu'un individu donnera l'un des noms, et l'OP, surpris, répondit très rapidement avec une nouvelle photo. C'en était trop pour les utilisateurs de 4chan. La modération eut vent de cette affaire abominable et supprima rapidement le thread. L'OP ne postera plus et c'est là que le mystère commence véritablement, car les gens commencèrent à prendre du recul et à comprendre que tout cela n'était peut-être finalement pas un hoax. Certains internautes avaient par exemple tenté une recherche image de l'une des disparues,
révélant alors qu'elle avait effectivement été assassinée. Certains internautes pensèrent même avoir reconnu un homme disparu en 2015, à la période d'activité donc de l'utilisateur sur 4chan, et dont les restes auraient été retrouvés en 2020. Aujourd'hui encore, le mystère est massivement discuté sur certains subreddits et encore sur 4chan, et la police n'a jamais tenté de suivre cette piste, étant persuadée qu'il s'agissait d'un canular et que les photos étaient fake, issues de rapports de police ou de sites gore. Le fait est qu'aucune origine potentielle n'a pu être découverte par rapport à ces photos, et cette affaire est non résolue. J'aimerais donc vous dire qu'il s'agit d'un hoax. Malheureusement, aucune preuve d'un fake ne peut être avancée, et même si c'est 4chan, j'ai bien peur que tout cela soit l'un des mystères les plus sombres qu'Internet n'ait jamais connu. En 2014, une vidéo inquiétante est postée sur YouTube. Elle dure approximativement 10 minutes et montre des bateaux de pêche qui semblent se réunir autour d'hommes s'accrochant à des débris. Leur embarcation semble détruite et ils semblent très clairement demander de l'aide aux pêcheurs. Mais après quelques instants, ces derniers ouvriront le feu sur les hommes qui avaient leur embarcation détruite, les massacrant alors avec tant de sang-froid qu'ils termineront la vidéo en tapant fièrement la pause. C'est évidemment très perturbant et sachez que l'enquête menée par les internautes est assez impressionnante. Certaines personnes tentèrent de les défendre en affirmant qu'ils s'étaient juste défendus face à des pirates, mais la vérité c'est que ces hommes ne semblaient pas particulièrement hostiles et qu'aucun objet nous mettant la puce à l'oreille ne pouvait être aperçu. L'incident a pris place au large des îles Fidji où la personne postant la vidéo affirmerait l'avoir découverte sur un téléphone oublié dans un taxi. Évidemment, de nombreux problèmes se présentent à nous. Nous sommes en pleine mer, les corps ne pourront jamais être retrouvés, et aucun registre de police dépeignant ces sombres événements existe, et cela paraît assez logique, puisque les seuls témoins sont les pêcheurs qui ont tiré. Mais heureusement, le bateau finira par être identifié avec l'aide d'une entreprise norvégienne agissant contre le crime en mer, et qui parviendra à déterminer que le bateau principal était le Ping Shin 101, un bateau de pêche taïwanais. Cette découverte amènera les enquêteurs à trouver une piste sur Facebook du côté des anciens membres d'équipage du Ping Shin qui révélèrent alors le nom du capitaine, mais ils dépeignaient aussi un sombre portrait de ce dernier, puisqu'apparemment une tuerie de la même nature avait eu lieu une semaine auparavant, sous ses ordres. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que la même année, le bateau avait été détruit dans un accident obscur, comme si des preuves ou je ne sais quoi d'autre avaient été délibérément supprimées à son bord. Il était clair que son capitaine, du nom de Wang Fengyu, cachait de sombres agissements. Il finit par être soumis à un mandat d'arrêt de Taïwan et fut finalement arrêté, confirmant alors ses actes. Il fut dans un premier temps condamné à 26 ans de prison, qui fut finalement réduit en 13 ans seulement. Et quant à la vidéo, elle ne se trouvait pas sur un téléphone abandonné, mais tournait déjà sur Internet, sa trace ayant été retrouvée sur le disque dur d'un individu collectionnant des médias snuff. Bon, on va très honnêtement commencer à rentrer dans des sujets encore plus violents et dégueulasses que tous ceux que je vous ai présentés pour le moment. Je vous rappelle que les trigger warnings sont en fin de description et que si vous êtes sensible, c'est peut-être le moment de s'arrêter là. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux forums sur Internet sont très mal modérés ou délibérément peu modérés. Il y a évidemment une raison pour laquelle la plupart des obscurs mystères d'Internet proviennent de 4chan ou de Reddit, mais sachez que cette modération restait encore trop restrictive pour certaines personnes réellement déviantes ou aux sources d'intérêt extrêmement problématiques. C'est dans ce contexte que fut créé MasterChan, un board d'images comme les autres, mais permettant encore plus de discussions déviantes et malsaines, puisqu'il garantissait aussi bien plus d'anonymat. Sur ce site, il y avait une communauté extrêmement obscure du nom de 222, créée par un utilisateur du pseudonyme de JB Smery, qui écrira une sorte de manifeste abject dans lequel il décrivait sa passion pour la enfant et où il racontait aussi qu'il aurait kidnappé une fille de 2 ans du nom de John Benet Ramsey qui était une enfant mannequin qui fut réellement retrouvée morte par son père dans leur cave. Je ne vais pas plus développer sur cet ouvrage abominable, car j'ai aucune envie de le lire, mais sachez qu'il avait comme projet de créer ce qui serait selon lui la plus grande vidéo snuff pédophile qu'Internet aurait connue, et qu'il mentionne aussi le projet d'exécuter John Benet Ramsey si la rançon n'était pas réglée. Mais ce qui nous intéressera dans quelques instants, c'est la mention d'un personnage du nom de Potion Seller.
Il semble aujourd'hui établi que cet ouvrage était un troll. Mais disons qu'au vu du sujet, il était certes probable que les actes dépeints soient fictionnels, mais cela démontrait tout de même de la plus évidente des manières les déviances de J.B. Smirry. Et le mystère réside dans le fait que même si de nombreuses identités potentielles ont été évoquées, jamais personne ne put clairement déterminer qui il était. La théorie la plus sensée mentionne un homme du nom de Daniel Mitchell, qui aurait effectivement été lié à l'obscure communauté et qui écrivait des ouvrages complètement trolls et surtout véritablement malsains. Aussi, de nombreuses théories déclaraient que le youtubeur Montagraph était le potion seller. Il uploadera d'ailleurs une fausse vidéo snuff comportant de sombres références à John Benny Ramsey, qui était encore un troll. Cette affaire est hyper obscure et part un peu dans tous les sens étant donné que de nombreux éléments d'enquête étaient des trolls. Mais tout cela met tout de même à la lumière du jour les agissements et déviances sordides des membres de cette communauté. Il est aussi théorisé par un utilisateur de Reddit que ces obscurs médias servaient en réalité à recruter des gens aux mêmes déviances dans leur communauté. Il reste aujourd'hui absolument possible, d'ailleurs, que l'un d'eux soit véritablement à la base du meurtre non résolu de John Benny Ramsey. Ok, le sujet a été censuré et vous allez rapidement comprendre pourquoi. La première guerre de Tchétchénie est un événement historique majeur opposant la Russie à la République sécessionniste de Tchétchénie, et ce entre fin 1994 et août 1996. Cette guerre fut, comme toutes, caractérisée par une violence extrême, et parmi ces violences, les nombreuses exécutions brutales de prisonniers de guerre. Cette entrée de l'iceberg fait référence à une vidéo choc aujourd'hui connue pour être parmi les premières vidéos gore massivement partagées sur Internet. Elle montre l'une de ces fameuses exécutions, celle d'un soldat russe par décapitation. La vidéo dure environ 30 secondes, elle est très graphique et brutale. Vraiment, je sais qu'il est probable que certaines personnes mentionnent son nom en commentaire, mais sincèrement, soyez avertis. Il existerait, selon certains internautes, des versions bien plus longues de cette vidéo considérées comme encore plus choquantes. Et disons qu'au début, les gens pensaient avoir identifié le soldat dans la vidéo. Il s'agissait pour eux d'un certain Yevgeny Rodionov, mais les recherches du youtubeur Wong, par exemple, ont permis de clarifier que cette exécution-ci n'avait jamais été filmée. Les utilisateurs de Reddit suggèrent alors que le soldat serait plutôt un homme du nom d'Alexei Sherbatik, un soldat qui aurait effectivement été décapité. Ceci dit, aucune preuve certaine n'a été avancée au fil du temps. Cette vidéo avait autrefois été postée sur le site Rotten, puis sur LiveLeak, et la vidéo dont les 30 secondes seraient issues est aujourd'hui un véritable lost media étonnamment vraiment recherché par certains. Maintenant, la raison de sa censure, c'est évidemment que j'ai pas envie d'être responsable de quoi que ce soit si vous étiez amené à tomber sur cette vidéo franchement immonde, soyons honnêtes, mais aussi que durant mes recherches, j'ai été amené à taper son nom sur YouTube. Et le problème, c'est que visiblement, taper le nom d'une vidéo gore connue vous amène en face d'un véritable portail de contenu choc. De nombreuses vidéos gore très connues sont encore aujourd'hui disponibles sur YouTube, et je ne comprends pas avec les controverses qu'ont déjà suscité le postage de certaines vidéos du style, que YouTube ne fasse rien. C'est aussi le cas pour la vidéo dont je viens de parler, qui est aussi trouvable dans une mixtape gore qui se trouve sur YouTube, et je suis absolument certain, au vu du peu de temps que j'ai mis pour la trouver, qu'elle n'est absolument pas le seul réupload sur YouTube. Ces vidéos ne sont pour certaines même pas shadowban, et vous n'avez pas besoin de chaînes de caractères improbables ou d'un trou de verre de l'algorithme précis pour les trouver. Sincèrement, faites attention à ce que vous pourriez être amené à voir, et aux endroits dans lesquels votre curiosité morbide vous emmènera. Vraiment, évitez de graver dans votre esprit des images que vous souhaiterez par la suite à tout prix enlever. Bon, nous voilà au dernier sujet de l'iceberg. On va pas terminer sur quelque chose de plus sympathique, je continue de vous prévenir. Nous avons parlé précédemment de Master Chan, et bien voici un autre jumeau démoniaque de 4chan, Goro-chan, qui se focalise cette fois-ci sur du contenu plus gore. Vous sentez que ça va être la merde. Je précise tout de même que le terme Goro est relatif à un style graphique gore japonais et pas à de réelles photos. Car oui, le 7 novembre 2015, un utilisateur poste des photos extrêmement perturbantes sur Goro-chan, puis sur le board B de 4chan. Ces photos dépeignent le corps d'une femme disséquée sur une table d'autopsie. Les viscères étaient totalement visibles, et sur l'une d'entre elles, nous pouvions voir un œil arraché,
placés dans la bouche de la femme, mais surtout, certaines images dépeignent des actes nécrophiles que l'utilisateur semble avoir véritablement appréciés au vu de ses dires plus qu'alarmants dans le post lié aux images. Je ne vais pas vous lire ces messages car je ne suis vraiment pas sûr que ça passe sur YouTube et aussi que je me vois pas lire ça, mais vraiment, c'est abominable. Et en gros, il décrit ce qu'il ressentait en lui lorsqu'il a rendu le corps aux parents. Vous comprenez pourquoi j'ai à nouveau censuré ce sujet. Trouver certaines de ces images est encore aujourd'hui beaucoup trop facile, bien que je comprends que certains les évoquent dans un réel but d'enquête et d'appréhension de l'utilisateur. Le problème étant que nous ne savons rien de plus sur ce dernier, et qu'absolument aucun cas de thanatopracteur arrêté pour des actes nécrophiles n'a pu être lié à cela. Les posts ont évidemment été supprimés par la modération des réseaux en question, et encore aujourd'hui, l'identité de l'homme ayant diffusé ces images immondes est absolument inconnue. Aucune piste n'existe et les gens sur les forums continuent de débattre sur l'origine potentielle de ces images sordides qui, selon de nombreux utilisateurs, auraient été trouvées sur le Darknet par l'OP les ayant diffusées. Mais dans tous les cas, il s'agit là clairement de l'un des mystères les plus dégoûtants auxquels j'ai pu m'intéresser avec 222, et je pense que c'est la manière la plus démonstrative de terminer un iceberg sur toutes ces affaires insensées qu'Internet a pu héberger. Et bien voilà, c'est la fin de ce voyage. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, il est possible qu'elle soit très mal référencée, donc je vous invite à mettre un petit commentaire ou à la liker. Et évidemment, je pense que ça va de soi que les derniers mystères que j'ai pu évoquer ici relèvent uniquement de la curiosité morbide et plus d'une forme de fascination par rapport à quelque chose de véritablement intéressant. Il s'agit de mystères si violents qu'ils ont véritablement laissé leur marque sur Internet. Et évidemment, le but de cette vidéo est de vous donner un panel d'histoires différentes, et on est donc obligé, à un moment donné, de passer par des choses bien plus dégoûtantes, Internet ayant véritablement hébergé en son sein des affaires extrêmement violentes. Sur ce, je pense que je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, je ne peux que vous remercier d'être resté jusque-là si c'est le cas, et à la prochaine.